Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire. Je m'appelle Lia et je suis la directrice de l'échange de connaissances à Hébergement Femmes Canada. Je suis vraiment hâte d'animer le webinaire aujourd'hui et participer dans la conversation. Je pense que la discussion va être vraiment intéressante et pertinente. Je suis vraiment contente que vous êtes ici avec nous. Je veux vous reconnaître que je joins aujourd'hui des territoires traditionnels non cédés des peuples algonquins et Anishinaabe. Je veux aussi souligner ma responsabilité tant que personne colonne de continuer de m'informer des conséquences historiques et actuelles du colonialisme et soutenir le travail de réconciliation et de la décolonisation. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous joignent à travers le pays aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, sentez à l'aise de dire bonjour dans le chat ou le clavardage, nous dire de quel territoire vous venez. Alors, avant que nous commençons, je vais juste faire quelques rappels. Comme mentionné au début, on a l'interprétation disponible aujourd'hui. Alors, en bas de votre écran, il y a un petit icône globe et vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez choisir anglais ou en français. Et probablement, ou si jamais il y a des enjeux avec l'interprétation ou la compréhension ou des enjeux techniques, s'il vous plaît, envoyez-moi un message dans le clavardage ou à ma collègue. Et peut-être vous voyez que vous ne pouvez pas ouvrir votre micro, vous ne pouvez pas ouvrir votre caméra parce qu'on a une centaine de participants aujourd'hui. Alors, juste pour éviter des mécompréhensions, ça va juste être les panélistes qui vont parler. Ça ne veut pas dire que nous ne voulons pas votre participation. Vous pouvez écrire dans le clavardage, donner des questions, poser des questions techniques. Mettez ça dans le clavardage, s'il vous plaît. Si vous avez une question en particulier pour une des personnes présentatrices aujourd'hui, s'il vous plaît, mettez vos questions dans le boîte de questions-réponses. Alors, le Q&A, ça va clarifier pour assurer qu'on n'oublie pas des questions lors du moment à la fin de la discussion pour la période de questions et réponses. S'il vous plaît, vous pouvez rentrer vos questions au fur et à mesure et on n'a pas besoin de juste garder jusqu'à la fin. On va répondre à vos questions à la fin, mais vous pouvez noter à travers la province. Présentation. Nous allons enregistrer notre présentation aujourd'hui. Alors, toutes les personnes inscrites, ça va être disponible pour vous sur notre site web et on va commencer. Alors, comme vous savez, ça, c'est le deuxième webinaire d'une série de 3 webinaires qu'on vraiment vise la réduction de méfaits et avoir les services qui sont accessibles au plus bas seuil possible. On a fait des groupes et plusieurs discussions de communautés de pratique. Pendant l'année passée, on avait 25 maisons de tradition et maisons d'hébergement qui sont regroupées, parler de leurs craintes, leurs apprentissages, leurs pratiques internes, les changements et comment ils ont pu pratiquer la réduction de méfaits. Alors ça, c'est maintenant le retour d'être capable de partager les leçons plus larges et leurs pratiques avec d'autres maisons d'hébergement à travers le pays et les refuges aussi. Alors aujourd'hui, on veut l'accent, c'est la prévention, la préparation et la réponse aux surdoses et d'autres incidents ou enjeux critiques. On va commencer avec Amy Scott à Gillian's Place en Ontario, qui va partager son expérience d'un décès d'une résidente dans son refuge. On va entendre parler de Myrna et Kim du Y Saskatoon. Ils vont parler de les protocoles d'intervention dans le cas d'incidents critiques et les stratégies de bien-être. Et puis, il y a Alia qui travaille à Women's Transition House en Colombie-Britannique, en la ville de Victoria, qui va parler des différents diapositives de bien-être et sauvetage et réduction de méfaits. Alors maintenant, on fait un petit sondage. Alors, on veut vraiment entendre de vous, savoir un peu c'est quoi votre rôle dans votre centre. Est-ce que vous êtes plus un intervenant, un directrice générale, superviseur? Travailleurs de première ligne, tout ça. On est aussi curieuse de savoir si vous connaissez bien l'approche de réduction de méfaits. Est-ce que c'est très familier? Vous le connaissez bien? Un peu ou pas de tout? Alors, on va vous laisser quelques minutes à répondre au sondage.
Et ça semble que beaucoup de personnes ont pu prendre la chance de répondre. Je vais fermer le sondage et partager les résultats. Alors, on a beaucoup de personnes qui font le travail de première ligne ou l'intervention, et mais un peu plusieurs. On est partagé avec les personnes qui connaissent beaucoup et un peu les processus et idéologies, pratiques, réduction de mes faits. Alors, merci beaucoup pour vous présenter dans le clavardage. C'est génial de vous voir aujourd'hui. Et maintenant, je vais tourner la parole à Amy. Bonjour, je m'appelle Amy, je suis la gérante des services de conseil ou intervention à Jillian's Place et je vais faire une présentation sur un dessert, un surdose qu'on a eu sur notre site. Alors, je pense qu'on est prête. Alors, la journée même de surdose de notre client ou résident, on avait trois personnels sur le plancher. Deux de ces intervenante a pu répondre à l'urgence, donner un dose de naloxone, et pendant qu'un autre membre du personnel a pu prendre soin de le fils de la cliente, qui était aussi présent. Alors, on a pu appeler la police, les paramédics, les pompiers, et tout le monde a pu prendre en charge d'essayer de sauver la vie de notre cliente. Les personnes intervenantes étaient mises à l'extérieur, de garder séparées pendant qu'ils pouvaient suivre une entrevue ou un requête de la police, pendant que juste tout de suite après que c'est arrivé. Alors, et ça, c'était un défi parce que ça, oh mon Dieu, l'électricité chez nous vient de couper. Malheureusement, je savais pas que ça arrivait. Alors, les personnes, les personnels, sauf un, étaient séquestrés. Et c'était vraiment dur pour la seule travailleuse sur le plancher. Il y avait un contact d'urgence, c'était la mère de la cliente. La mère est venue et pour chercher son enfant. On avait plein de documentation à l'interne qu'il fallait faire. Il y a un rapport au ministère, il y a un rapport d'incident interne à faire. Tout ça, c'était un grand défi. On voulait assurer de le faire tout de suite pour que c'était fraîche dans nos mémoires, mais c'était vraiment dur de remplir ces documents pendant que le monde était déclenché. Alors, pour les personnes qui étaient sur le site, travailler aujourd'hui, on a fait un retour, un compte rendu pour essayer d'en parler et on a appelé à d'autres personnels pour remplacer les travailleurs sur site pour que les personnes qui étaient là pendant l'incident, pendant le décès, ont pu faire le retour, le compte rendu, et puis on a eu la chance de quitter après qu'ils ont terminé. Et puis on a partagé, on a fait comme un- une notification pour que tout le monde sache qu'est-ce que c'est arrivé. Par contre, les personnes qui venaient le lendemain et le lendemain matin pour assurer qu'elles étaient au courant et tout notre personnel savait et que c'était quoi l'environnement dans lequel ils rentraient et tout ça. On a fait un appel large et une rencontre pour tous les personnels pour expliquer qu'est-ce que c'est arrivé. Aussi, les clients, parce que tout le monde a vu qu'est-ce qui s'est passé. Alors, on a pu parler de dire il y a eu une urgence santé pour quelqu'un qui était dans le refuge, mais on n'a pas rentré en détail. Et parce que l'enfant était là et sa mère a eu un surdose, il fallait qu'on fait une notification officielle aux protections de l'enfance. Et ça, c'est arrivé. Les 2 semaines suivantes, on voulait vraiment assurer que notre personnel santé soutenu oui, était le plus possible. Alors, on avait une équipe d'intervenants. On l'a fermé pour que tout le personnel d'intervention et travail de terrain pouvait offrir du soutien aux clientèles et les travailleurs pour prendre soin des appels de crise. Parce que ça, c'était quand même quelqu'un, la résidente qui a décédé, était habitée, était là, le monde le connaissait. Alors, c'est vraiment donner le temps pour que les personnes
pu servir les besoins des résidentes et les employés et qu'il y avait d'autres employés pour gérer les crises et les autres jours à jour. Alors, les personnes impliquées et qui connaissaient avaient reçu un congé de 3 jours si besoin avec paie. On a décidé de fermer quelques sessions ou et pas inviter des nouvelles habitants dans notre maison d'hébergement pendant tout de suite après. Alors, de laisser la chance de quelques semaines pour que les personnes prennent soin d'eux. Tout le personnel directement impliqué ont eu un compte rendu privé à l'extérieur. Alors, d'avoir une occasion de parler hors du site, on pensait que ça serait peut-être une manière plus saine pour que les émotions qui déclenchent, parce qu'on voit on se voit entre nous la première fois, que ça passe pas dans les mêmes lieux où le décès s'est passé. Alors, le personnel a vraiment aimé ça. Il y avait aussi des éléments de parler de déclenchement et on a continué d'offrir ça pour 2 semaines pour ces personnes, avoir la chance de quitter l'emploi si jamais nécessaire pendant les 2 prochaines semaines et le personnel était vraiment rappelé qu'on a ce soutien. Il y avait des références, communautaires pour aller ailleurs. Alors le PAE a quelques services de conseil suivis, mais on a aussi un centre, pour, travailler les traumatismes. Alors on était là pour soutenir notre personnel si jamais elle avait besoin de plus de soutien, pour gérer les traumatismes au travail, ça. Alors, il y a aussi 2 sessions de retour ou de debriefing pour les femmes, pour l'organisme Women and Children's Shelter. Alors, sur le site, ils ont déjà connaissait les enjeux d'un décès à une maison d'hébergement, pas par surdose, mais elle savait comment, c'est quoi les enjeux. Alors, merci à elle de Shelter Berry ou le refuge Berry, on a vraiment apprécié ça. On a fermé le couloir va vers les chambres. Alors, chaque couloir à 3 chambres et on a fermé le couloir pour que personne n'était obligé de marcher devant la chambre, personne rentrer la chambre. On a pu laisser la chambre telle quelle. On a pu rentrer la famille pour voir la chambre. La famille a fait la demande de voir la chambre. On a fait un peu de ménage parce qu'il y avait peut-être, c'était juste un chambre typique d'un refuge ou un centre d'hébergement. On a pu mettre tous ses affaires pour démontrer où elle restait, c'était quoi ses moments avant son décès. On a aussi fait une cérémonie autochtone. Cette cliente est une personne autochtone. Et alors, on avait toute une cérémonie pour elle, le personnel, sa famille. On a fermé le couloir principal et notre chambre principale du hébergement. On a fait une belle cérémonie qu'on a pu offrir un tribut ou un rappel de cette client incroyable qu'on a travaillé, ou cette personne incroyable. On a beaucoup de leçons que nous avons appris, des apprentissages. Je suis un peu gênée. On a pensé beaucoup à comment ça a affecté l'équipe et puis la clientèle, mais c'était dans une différente manière. Mais après, je pense que les clients auraient aimé joindre aux cérémonies. Nous l'avons fermé parce qu'on pensait que ça serait mieux d'être privé, confidentiel, mais les clients, les personnes qui habitaient le centre, la maison de résidence étaient un peu frustrés ou auraient vraiment aimé venir aux cérémonies parce que nous, c'était des enjeux de confidentialité et tout ça. Alors, ça, c'était un apprentissage. On aurait dû appeler tout le personnel et pas juste faire un post de l'incident qui s'est arrivé. On aurait dû l'appeler parce qu'ils ont juste vu en arrivant au travail. Alors, pas juste appeler les personnes qui vont venir le lendemain, mais tendre le bras, faire cette diffusion large ou personnalisée pour assurer que le monde sont au courant et que c'est pas juste les personnes qui travaillent, c'est plusieurs personnes qui sont connectées
ajouter à notre organisme. Nous travaillons dans cet milieu pour les raisons, on a des propres expériences vécues. Alors, c'est parce que tout le monde qui travaille même dans le bâtiment a eu des effets personnels, peut-être les traumatismes à cause de leur passé. Leurs propres vécus sont devenus vers la surface. Alors, ça affecte plus les personnes et peut-être pas les personnes directement affectées. Alors, même si vous pensez que vous contrôlez la situation, vous gérez la situation, tout est contrôlé. Non, c'est important de faire l'appel, peu importe, au soutien. Oui, vous pouvez le gérer, vous pouvez bien gérer, mais vous n'êtes pas obligé de le gérer. Même si vous pouvez le gérer, apporter, faire un appel à soutien externe supplémentaire aussi pour prendre les congés, pour payer, pour chercher du soutien tout de suite. Les personnes qui ont pu prendre les congés tout de suite ont pu aller de l'avant avec leur guérison plus rapidement. Il y avait plusieurs personnes qui pensaient de revenir tout de suite au travail et ça a pris plus longtemps de guérir leur deuil. Il fallait aller vers les services plus tard. Alors, c'est vraiment de mettre l'accent sur vos propres expérience et prendre soin de vous-même. Ce qui était vraiment impressionnant, c'est vraiment le soutien que nous avons reçu. Alors, mais c'était un peu bouleversant et peut-être trop de recevoir le soutien de tout le monde. Alors, certaines personnes vont repousser ce soutien, d'autres personnes vont l'accueillir. C'est quelque chose de naturel, tout le monde a les différents réflexes, mais c'est les affaires à réfléchir. Nous, il faut toujours planifier que ça, un surdose va arriver. C'est difficile, mais de juste créer exécuter les exercices et tout ça, juste être prêt à réagir, que c'est toujours, vous pouvez le faire sans réfléchir et que vous pouvez, quand il y a les réponses de douter ou s'en aller, s'en vient que c'est des réponses automatiques. Alors, la pratique, c'est essentiel. Nous avons aussi développé des différentes mesures supplémentaires. On a créé un groupe sur le travail de réduction de méfaits pour le membre du personnel. On a pu aussi recevoir les conseils et les idées de comment améliorer qu'est-ce qu'on fait. Alors, le gestionnaire a pu voir. On a embauché un conseiller en santé mentale et consommation de substances ou les enjeux de dépendance à temps plein. Alors, juste avoir un spécialiste travailler sur les enjeux de consommation, de dépendance et les enjeux de santé mentale, ça a vraiment aidé. On a rajouté, maintenant, on a double du personnel pour les nuits. Alors, 24 sur 24, on a les doubles de personnel. Ça a vraiment aidé le côté hébergement et refuge. On prépare une liste des ressources de soutien de crise. Alors, c'est un guide de ressources rapides, qu'il y a tous les contacts des partenaires communautaires qui peuvent offrir le conseil suite au traumatisme, différents types d'appui. Nous l'avons, c'est disponible dès que nous avons besoin. Nous avons aussi créé une formation à la réaction aux crises et aussi la communication des crises. Comment réagir et comment présenter à notre réseau communautaire, comment porter le message, qu'est-ce qui... Et on a une équipe d'intervention en cas de crise. Alors, répondre à des crises, ça s'implique les gestionnaires et les travailleurs et travailleuses de première ligne. Alors, vous pouvez appeler. Alors, au lieu de gérer ou expliquer tout le crise, vous pouvez avoir un code ou juste un mot ou une phrase secret et tout le monde va savoir qui est sur l'équipe de gestion en cas de crise. C'est clair. Et puis, il y a déjà une liste de choses à faire. Alors, vous recevez cette code ou cette fratrie, vous pouvez arriver sur site et tout de suite répondre. Alors, la responsabilité tombe pas juste sur une personne. On n'a pas besoin de trouver l'équipe. Dernier instant, on sait très clairement c'est qui a quel rôle. Nous avait fait un genre de mémoire, un souvenir pour la personne. On a planté un arbre et cette personne, a aussi écrit un poème et on l'a mis dans notre corridor
et quelque chose, un grand apprentissage pour moi. On rentre dans ces milieux de réduction de méfaits avec un gros peur des surdoses et qu'est-ce que ça va faire à notre personnel et peut-être ça allait pousser notre personnel à en l'autre sens et ils vont pas aimer la réduction de méfaits et non, c'était l'inverse. Ça a vraiment pu démontrer au personnel, comment réduction de méfaits, ces pratiques sont tellement importantes parce qu'on peut aider ses clients. Oui, elle a décidé, mais elle a décidé pendant qu'elle était dans un lieu sécuritaire, elle était bien nourrie, elle était soutenue et son enfant aussi était en sécurité. Alors, c'était vraiment important et le monde a pu comme bien accueillir ces pratiques de réduction de méfaits. Merci, ça c'est tout et je vais arrêter le partage de l'écran. Merci beaucoup, Amy, d'avoir passé à travers cette expérience avec nous. Je pense que c'est vraiment aidant pour les personnes ici d'entendre. Je veux rappeler à tous les participants de rentrer vos questions dans la boîte de questions-réponses Q&A. Et maintenant, on va passer la présentation à Myrna et Kim. Alors, salut, je suis Myrna et je suis le gestionnaire au Y à Saskatoon. C'est un refuge et un centre d'hébergement. Juste un instant, je vais ouvrir le partage d'écran. Comme je disais, je suis la gestionnaire. Je suis le DG et je vais vous expliquer qu'est-ce que moi et ma collègue Kim vont vous parler. C'est vraiment notre protocole pour répondre aux crises. Et Kim va passer à travers c'est quoi le protocole, au-delà du protocole, qu'on a créé une stratégie de bien-être pour notre personnel. Alors, elle va rentrer en détail pour ça. Comme Amy a expliqué, après notre premier décès à notre hébergement, nous avons pu reconnaître que nous n'avions pas de procédure pour le personnel ni les gestionnaires à suivre. Alors, dès qu'on a commencé ce processus, on a vu qu'il y a beaucoup d'éléments à réfléchir. Il faut vraiment faire attention quand on gère ces éléments et ça va être parce que ça tout va tellement rapidement, c'est facile à oublier certains éléments. Maintenant, je vais avancer le diapo. C'est facile de faire des oublis et des oublis importants. Et pour n'importe quel enjeu qui est vraiment sensible, il faut avoir une liste de choses à faire, les protocoles, qui a quel rôle, quelle tâche dans une situation délicate comme ça et difficile. Alors, on a pu mettre ça ensemble, notre protocole. On a pu faire comme vraiment une liste pour rappel pour notre personnel. On était impliqués dans une des discussions communauté de pratique et on a pu apprendre le protocole de Amy et nous deux, on travaille ensemble d'une manière très étroitement. Elle a pu partager une ressource avec nous et on a pu élaborer, développer notre propre ressource. Alors, c'était vraiment génial et on a pu utiliser, il y a un institut de crise et traumatisme et on a pu demander du soutien de ces Amy et leur expérience et l'autre outil pour créer notre propre protocole. Pour commencer, il fallait identifier c'est quoi un incident critique. Comme vous le savez, dans nos milieux, en travaillant dans notre milieu des refuges d'urgence et les maisons d'hébergement, nous voyons des certains incidents qu'on voit de manière quotidienne. Et il y a le protocole créé, c'était vraiment, ça c'est plus vers les enjeux et les moments critiques. Alors, l'incident critique. Alors, il y a une définition qui a été créée dans l'Institut pour travailler les crises et les traumatismes. C'est pour un incident critique sont des événements extrêmes qui sortent du cadre de notre travail quotidien parce qu'ils sont
il sort de l'ordinaire. Un incident critique nous met à un défi de comprendre ce qui s'est passé et d'y faire face. Un incident critique provoque généralement de la détresse, de la peur ou du chagrin, avec les conséquences souvent importantes pour les personnes impliquées. Alors, quand on parle d'un décès, des agressions physiques ou sexuelles ou de genre, une agression genrée, un grave incident automobile, les interventions en cas de suicide actif ou surdose, fusillade à domicile, les incendies, inondations ou catastrophes naturelles. Nous avons tout ça. Alors, on voit, on fait quatre, euh, plus de sections. C'est divisé. Alors, c'est la réponse qu'il faut faire tout de suite après l'incident critique. Alors, c'est les éléments que vous avez fait avant de découvrir un décès, un surdose ou quelqu'un qui est en perte de conscience. Alors, c'est comment de faire l'évaluation, de répondre à une situation d'urgence. Alors, il faut sécuriser la scène, le lieu. Il faut faire une collecte des informations. Il faut faire un rapport ou signalement. Et puis, comment est-ce que on fait les notifications internes et externes? C'est comment c'est communiquer avec les clients, activer la réponse d'urgence et matière d'assurance. Alors, ça, c'est comment Amy a pu partager. C'est quoi le personnel qui ont besoin de prendre une pause, partir? Qui est-ce qu'on a besoin d'appeler? C'est quoi les autres ressources communautaires qu'on peut faire l'appel pour nous soutenir dans ces cas? Ça, c'est aussi des enjeux dans lesquels on ne réfléchit pas souvent. Alors, on parle des enjeux d'assurance et le ménage. Souvent, nous penser ou sentir un peu moins que nous ne pouvons pas faire ça nous-mêmes. Par contre, il faut identifier de l'avance si vous avez besoin d'une entreprise externe de rentrer, de faire le ménage après. Nous avons appris avec le décès dans notre centre parce que c'était un surdose. Des fois, si, par exemple, c'est un surdose de fentanyl, ça peut être mortel. Ça peut c'est des grands dangers, même pour le personnel. Ça peut être dangereux pour notre personnel de nettoyer, faire le ménage elle-même. Alors, on a fait la demande pour avoir des ressources externes qui sont les experts, qui ont le propre et l'équipement pour ces enjeux. Quand on parle de deuxième section, on parle des réponses deuxième lieu, secondaire, alors qu'on va faire dans les prochains jours, semaines ou mois plus tard. Alors, si c'est le contact famille de la personne décédée, planification continuelle, comment on fait l'horaire. Alors, si le personnel qui sont directement impliqués ou affectés, de voir si ces personnels ont besoin de prendre des congédiements plus long terme. Aussi, Amy a souligné de voir s'il y avait besoin d'avoir plus de personnel sur le plancher pour donner la chance des autres personnels directement affectés prendre des pauses et prendre soin d'elles. Il faut aussi faire ce débriefer ou débriefage et des retours, comme on parle au soutien client, etc., après les incidents. Pour nous, les soutiens que nous avons sur place pour notre personnel. C'est on a un programme pour soutien au personnel des employés. Ça, elles ont la chance d'avoir différentes sessions. Elles ont des différents soutiens au travail, accès aux différents bénéfices. Il y a le conseil ou les réflexions individuelles et de groupe. On a aussi une équipe d'intervention aux événements urgents ou des cas critiques. Et ça fait partie des différents groupes
Organise à n organisme à but non lucratif qui connaît ces milieux pour offrir du soutien externe. Il y a 2 personnes qui travaillent sur cette équipe et nous avons même reçu une formation de 2 jours, comment faire cette compte rendu ou débriefage après. Alors, on a pu demander le soutien de cette ressource externe quand on a besoin. Alors, si c'est comme un groupe ou côté individuel. Et l'autre côté que nous voyons que cette équipe fait, c'est vraiment, ils peuvent faire c'est un hot wash, un lavage chaud. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de rentrer tout de suite, plus rapidement, tout de suite après, à l'instant, même 2 heures après. Et c'est une manière informelle de faire le check-in, revoir comment le personnel sont directement affectés, comment ça va. C'est vraiment plus une discussion informelle pour mieux identifier les besoins urgents, c'est quoi les soutiens nécessaires et tout ça. Et juste pour les prochaines quelques heures. Et puis après, on peut aller. Et c'est ensuite qu'on peut rentrer dans un processus un peu plus formel. On parle entre 24 et 48 heures, parfois ça prend plus longtemps selon les besoins. Ça peut être un processus plus ou moins formel selon les besoins. Ça permet d'avoir une discussion autour des réactions, de comment on a fait face et de comment on peut avoir accès à d'autres ressources. On fait un suivi avec toute l'équipe de gestion de l'organisation. On propose des recommandations pour ce qui s'en vient ensuite. Et ça dépend toujours des rétroalimentations du débrief. On offre du temps off, du temps pour se remettre à toute l'équipe. Ça fait partie du protocole. Donc, du temps libre, on partage également de l'information, de la documentation sur les réactions courantes après une crise notamment. Donc, c'est un peu comme un questionnaire, une checklist sur lesquels le monde peut voir où est-ce qu'ils en sont par rapport à ce processus. Nous reconnaissons que le personnel gère aussi régulièrement des incidents qui ne sont pas critiques, mais qui sont aussi susceptibles de causer du stress. Par exemple, faire face à des idées suicidaires, à des urgences médicales qui ne menacent pas la vie, des menaces de violence. Par exemple, des comportements consistant à lancer des objets, endommager des biens, des comportements liés à la santé mentale, la toxicomanie qui peuvent être imprévisibles et s'accompagner de gestes d'agression, hein. Par dans notre dans notre protocole, on met l'importance là-dessus parce que le personnel fait face à ce genre de choses tout le temps et ça a un impact, sur la personne et ça peut l'amener au burn-out, ça peut l'amener à toutes sortes de situations. Fait que ce qu'on fait, dans ce temps-là, surtout quand il y a des événements fréquents comme ça, dans notre protocole, on suggère au personnel de consulter, de débriefer avec la personne responsable sur place ou avec la collègue de travail et d'insister sur l'importance d'adopter des bonnes stratégies d'adaptation et de prise de soins, d'auto-soins. Fait que voilà, ça c'était ma partie. Je vais laisser Kim continuer. Merci Myrna. Alors, comme Myrna disait, je suis Kim Fisher, je suis directrice ici à Saskatoon du service. Donc, peu après le premier décès, on a commencé à faire face à des situations de crise qui étaient inusuelles et qui avaient vraiment un impact sur l'équipe. On voyait, qu- on voyait qu'il y avait la peur de l'inconnu, on voyait qu'il y avait des sentiments qui n'étaient pas exprimés et il y avait des signes de burn-out qui étaient assez évidents.
Parce qu'on travaille dans un environnement où ce que la crise est le risque de crise est permanent. Fait qu'on a décidé de mettre en place ce qu'on a appelé une stratégie en matière de bien-être. Puis la stratégie vise à promouvoir le bien-être général de l'ensemble du personnel en mettant à sa disposition des outils, des formations, des ressources. On a eu du succès à trouver du financement qui nous ont permis de travailler avec des consultants et des consultantes pour développer notre propre stratégie. Fait que comme vous pouvez voir, on a élaboré ces outils, ces formations et ces ressources pour l'ensemble du personnel, pour que le personnel se sente en sécurité sur son lieu de travail. Le projet, ça impliquait, tout d'abord un diagnostic, de la situation. Heu, Ce diagnostic, ça s'est fait avec une perspective qui prend en compte les questions des traumatismes. Donc il y avait vraiment une reconnaissance et une sensibilisation. On a mis du travail beaucoup sur la question de la sécurité physique et psychologique du personnel, le bien-être du personnel, les pratiques organisationnelles qui favorisent le bien-être, et donc tout en reconnaissant et en travaillant sur la sensibilisation en tenant compte des traumatismes. Prochaine diapositive. Ensuite, on a fait une révision de nos politiques. La direction a révisé les politiques en utilisant une approche, de réduction des méfaits et recueilli, les réactions du personnel. Et on s'est demandé à quel point elles sont pratiques sur le terrain, ces politiques. Est-ce qu'elles nous sont utiles? Et c'est là qu'on a commencé une autre phase qui a été l'élaboration d'un protocole de réponse aux incidents critiques on s'est engagé à l'utiliser lors de l'ébauche et à le réviser chaque année. On a élaboré, on a élaboré des ressources en matière de bien-être pour le personnel. Il y a eu plusieurs ateliers, 2 principaux, un sur la résilience, un autre sur le déséquilibre. Sur la résilience, on parlait du pouvoir intérieur, donc d'identifier les stratégies de bien-être sur le lieu de travail et renforcer, l'esprit d'équipe. Et ensuite, on a fait un atelier sur le déséquilibre, donc une formation sur le travail avec les personnes vivant avec des personnes de santé mentale, sur la diminution de la stigmatisation et renforcement des compétences d'intervention. Parce qu'on sait que les actions positives de l'équipe peut avoir un impact, donc il fallait vraiment renforcer ces mesures. Donc en Et donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur ce deuxième atelier qui réduisait la stigmatisation et qui vraiment se centrait sur, les compétences. Donc pour, améliorer notre travail, on a travaillé avec Service Hospitality. Nous avons réalisé une évaluation et un audit de la sécurité au sein de notre organisation. Alors c'était beaucoup plus sur la question de la sécurité physique et ce qui donc là le comité de santé au travail était impliqué. Je ne sais pas si vous connaissez Service Hospitality, mais c'est une organisation de sécurité sans but lucratif qui travaille dans les hôtels, dans les restaurants, dans toute cette industrie-là. Ils proposent des évaluations, de la recherche, de l'éducation, sur tous les enjeux de santé, de bien-être, et de sécurité au travail dans ces industries. Donc, c'est des évaluations sur le terrain, des formations en sécurité au travail. Et donc on a eu une très bonne relation de travail, avec eux, avec l'équipe de Service Hospitality et en fait, on travaille encore avec eux, comme ressources, disponibles. Donc le processus d'évaluation, ça s'est divisé en 3 parties. Tout d'abord, il y a eu un sondage en ligne auprès du personnel, c'était confidentiel et ça arrivait directement aux consultants de Service Hospitality. Nous, on regardait pas les résultats. Donc, on a d'abord eu, sur, le staff, de bureau, ensuite, le staff, de première ligne et donc un examen, on a fait un examen ensuite de la documentation des politiques pour voir comment les informations relatives à la santé et la sécurité sont enregistrées et quelles sont les politiques qui sont vraiment en place, non? Et tout ça, ça a été fait, il y a une visite, d'observation sur les lieux, et donc tout ceci a été fait par Service Hospitality, non, comme acteur externe. Donc ensuite, ils ont fait une visite d'observation sur les lieux pour observer les lacunes du système. Ils ont parlé avec les gens, sur les lieux
Ils ont pu poser leurs questions, ils ont pu voir comment allait, ce travail. Ensuite, service, hospitalité, a élaboré un plan d'action, pour la direction et le comité de santé et sécurité au travail. Donc ils ont proposé un programme de formation du comité de santé et de sécurité au travail et de faire un suivi, un contrôle avec des évaluations des risques. Une formation au leadership en matière de santé et de sécurité aussi a été proposée. La prochaine diapositive. Donc nos clients avaient de plus en plus de besoins et on avait besoin que notre équipe soit en mesure, de faire face à toute cette situation. Donc on a développé finalement un programme de formation de base pour s'assurer, que nos équipes, qu'elles soient de temps plein ou temps partiel, soient, absolument formées, pour ce qu'ils ont à faire. Donc formation sur l'intervention en cas d'agression professionnelle, intervention face au suicide, premier secours en matière de santé mentale, formation à la laxosone, à l'analoxone, soins tenant compte des traumatismes, réduction des méfaits. Voilà, c'est ce qu'on a mis en place. Alors voilà, merci beaucoup. Thank you so much, Kim and Mirna. That's awesome. So helpful to have all of this detail. So, once Alors, again, je we'll vous open our rappelle phones que up vous for pouvez, questions and mettre, answers right des now. So let me questions, know what dans you'd la like to boîte du ask for Q&A Mirna. And et while je you're vais doing laisser la that, parole I donc will à pass things over Alia. to Aaliyah for your presentation. Awesome. Thanks, Leah. Comme je vous l'ai dit So, avant, je suis Alia. I'm Aaliyah. I'm from Victoria Women's Transition House. I act as their residential supervisor for both our Je transition travaille housing ici, and our third stage housing dans program. plusieurs de nos And I currently programmes. work and play on the unceded territory of the Songhees and Esquimalt nations. And Donc je so vais vous I'm partager mon PowerPoint. here. Give me 1 second. Alia, est-ce que tu Aaliyah, I'm pourrais just parler looking un to tout see if petit we peu plus can fort ou get a little rajouter louder on ou my end. approcher le micro, s'il te plaît? Yes, for sure. Hopefully this is better. Alors aujourd'hui, je vais So vous in this parler de presentation, I'm l'installation going de to talk a little dispositifs about de the prévention installation of overdose des prevention surdoses, devices au sein de within nos our agences. agency. Alors un petit peu, sur nos So just a agences little à bit about our Victoria, agencies. Victoria nos Women's maisons Transition d'hébergement Housing, or concrètement, MTHC, heu, works with travaillent avec des older personnes women s'identifiant in comme des femmes et des transition, personnes, as well as their qui partners s'identifient depuis who la are diversité de genre, ainsi que leurs LGBTQ enfants or à risque IDP. imminent de Some of our violence contre, programs un range par depuis within un the d'un shelter from partenaire. 24 Donc hour on a 8 staff chambres, 18 and lits, all inclusive personnel housing 24 there. heures. On a du We do personnel have de locations nuit, beyond on that a parfois une portion seule that is intervenante. specific for overnight Le bâtiment a été staff. construit pour être une maison d'hébergement. Donc So donc for our les chambres sont bien volunteers, placées. On a aussi des we're beaux lucky to have espaces, facilities officers conjoints, in our building. des beaux espaces, Our approach for our de shelter cuisine is aussi. On a une approche de diversity. réduction des We're méfaits. a Notre approche de la réduction est basée sur le comportement et met l'accent sur la sécurité de la clientèle et du personnel qui travaille avec des personnes qui consomment, des substances, That generally looks like if folks are going to be using, they're psychoactives. not allowed to use on site. And if they are going to be using and coming back to the shelter, that they're going Et to on be s'assure qu'il y ait des bonnes conditions de sécurité quand ils reviennent, au centre ou there. quand, More pour leur specifically, sécurité, pour celle des autres we've recently personnes. come across some ways that we can increase our harm reduction within our shelter as well. Donc, And so one of the avec things cette we're communauté des working with pratiques, our shelter teams with de femmes et is hébergement, a on a pu, partnership travailler, with our au sein CCC association that was de put together l'association, last year. des hébergements sans but lucratif du BC. And so that process, what that looked like is we applied for the grant, which we were Cette able to communauté de secure pratique nous a permis, last d'avoir year. accès à cette And we were information, able to get funding for the d'avoir accès à cette dispositifs. initiative de So financement des we dispositifs, purchased de those with our prévention. lifeguards, plus Donc, some il y en a other plusieurs, il y community en a based certains qui funds. sont appelés, We des Breveton. Donc, employ il y en a un qui lifeguards, sont and you'll de hear la more marque about one that Lifeguard. Lifeguard provides a bit later in this presentation. But essentially, kind of how this process worked is we completed a device request. So we provide information about the structure of Donc, our on a shelter identifié and what combien kind de of devices we dispositifs on would aurait need besoin. and what we'd be looking for from this program. Et c'est
et cette information, ça arrive directement à Lifeguard, qui est le fournisseur de services. And then as well to BC Nonprofit Et il y a aussi une Association as copie well to à assist l'association in this du request. BC. We then Ça nous a permis de recevoir le financement pour les installer. management was able to sign off on this funding. Donc, une fois qu'on a So once we demandé d'avoir approve the order accès for the devices au to be dispositif, deployed, it gets notified to BC Nonprofit Housing Association that we placed our order, and they're able to provide the funding for that. In the case ensuite, on that s'est rendu compte qu'on we avait need a bit more besoin de resources, we beaucoup would then plus revisit our agency de list of dispositifs devices que ceux qu'on or avait accès devices that we immédiatement. had. If they're not Mais affirming that we were et finalement, ils nous covered, ont actually donné was more plus than de what we mais needed. That l'accord, funding c'était was donc de nous donner plus de offered and financement, actually gets very au cas où, is et very finalement, on n'en a generous pas to eu our besoin, donc users on l'a as well. retourné, So they're à able to l'association qui a pu more l'utiliser, resources pour d'autres. be able to use that funding for their support as well. Alors, quels sont les services que So nous what recevons de services do Lifeguard we en get tant que from tels et à quoi ça Lifeguard, ressemble? and what does that kind of look like? So Lifeguard itself Donc, is c'est une entreprise qui est company basée based out of à Vancouver. Vancouver. And actually they were created Ça a été créé comme originally un as bouton an de app on panique, un iPhone. app sur So sur people un might be familiar téléphone. with the Lifeguard app and how that might be Donc used les personnes when qui, using ça pouvait être substances, and also utilisé going to pour, talk a little bit more les about how to personnes, use the qui devices as utilisent well. des substances, But mais aussi pour, essentially, d'autres, the raisons. corporation was started from a lived experience kind of centered approach. This person named Jamie, who was lovely and Et on a eu des all gens, très impliqués dans le processus depuis Lifeguard, ça a été vraiment intéressant. Has lived experience and worked in harm reduction for a very long time. Et en fait, le dispositif a été créé, par des gens de leur équipe qui ont travaillé sur la question de la réduction des méfaits. And so we've kind of learned a little bit more about Lifeguard and all that kind of stuff. But essentially, what's included in our Lifeguard contract is we get included the installation of the devices. Et ensuite, il y a il y a un panel que vous pouvez voir là, d'urgence. Donc c'est un service, de 3 ans qui va associer avec l'achat du dispositif. Pour, rentrer plus en détail, il y a un pré avant le déploiement, des dispositifs, on travaille sur plusieurs choses, on travaille sur, le hardware, le software, on fait des tests, on identifie toutes les fonctions, du dispositif, on le passe par le bureau, d'urgence. Ça implique, la configuration, ça implique, toutes sortes de technicalités, pré-usage, du dispositif. Ensuite, il y a des formations, pour, le staff, pour l'équipe de travail et finalement des formations pour, les personnes résidentes. Donc il y a du soutien technique, 24/24, tant au niveau, technologique, que sur les autres aspects pour nous aider à utiliser, ce système. Donc, s'il y a un problème avec un dispositif, s'il y a un problème avec le panel de contrôle, il y a du service, de suivi et de soutien technique. Il y a 2 équipes différentes, selon les dispositifs qui sont utilisés. Il y a aussi des garanties en termes de sécurité, de la gestion des données. Il y a aussi des garanties en termes de remplacer, les dispositifs s'il y a un problème avec eux. Si on en a besoin, ils peuvent aussi nous donner, du matériel, d'analyse des données. Voilà, alors c'est ce que je voulais vous dire, que ça, c'est les services que vous offre Lifeguard, mais maintenant je vais vous dire que font, les dispositifs. C'est très similaire à la app de Lifeguard, si vous la connaissez. Donc, la personne peut utiliser un timer en utilisant le bouton, Start On, lors de l'utilisation de substances. Et donc, si le temps qui a été programmé, si avant que finisse le temps qui a été programmé sur le chronomètre, la personne n'appuie pas sur le «Tout va bien», donc le bouton en bas,
eh bien, il va y avoir un premier appel. Donc, à ce moment-là, le personnel va se rendre et identifier si il faut faire appel à des services d'urgence ou si c'était une fausse alerte. Et c'est lié avec 911, c'est lié avec le 911, c'est lié avec c'est en lien avec nos systèmes d'alerte et d'information. Donc, à l'intérieur, il y a aussi un détecteur d'odeur et de fumée. C'est aussi utile pour la question des alertes en cas de feu. Et si les gens fument dans leur chambre, par exemple, ça va être détecté. Désolée, je révise mes notes, voir ce que j'oublie pas. Ça peut aussi être utilisé dans les cas d'urgence médicale. Donc, par exemple, si les gens ne se sentent pas bien, si les gens pensent qu'ils ont un malaise, ils peuvent appuyer sur ce bouton et donc on va avoir l'information immédiatement au premier étage. Ça peut être utilisé en termes de boutons d'aide, des boutons de panique en cas de besoin. Ça donne aucune information sur le client, ça dit juste dans quelle chambre ça a lieu. Ça donne aucune autre information, donc ça protège les données de la personne qui l'utilise. Donc, si le personnel en général va voir ce qui se passe, ils vont amener leur téléphone. Leur téléphone est lié donc au téléphone de l'hébergement et c'est là qu'on va savoir si on veut et le téléphone va demander s'il faut ou non appeler les services d'urgence. Pour les gens qui ont des besoins plus complexes ou qui ont peut-être des enfants qui pourraient peut-être jouer avec le dispositif, ben, on peut enlever le bouton qui appelle le 911 directement s'il y a un enfant pour éviter les fausses alertes, par exemple. Donc, on peut utiliser seulement certaines fonctionnalités et pas toutes les fonctionnalités selon les besoins. Une fois que le dispositif a été mis en place, c'est vraiment cool parce que Lifeguard fait une formation et ils le mettent eux-mêmes dans la salle. Il y a aussi un guide de comment utiliser le dispositif qui est mis à côté du dispositif. C'est Lifeguard qui le fournit. Il y a aussi un suivi sur la formation avec le staff et l'équipe de travail. Donc, je vais continuer sur ce sujet-là. Comment va la formation du personnel et des personnes résidentes? Donc, avant l'installation, il y a une première formation tous les 3 mois avec Lifeguard. Toutes les 3 semaines, il y a une formation avec Lifeguard qui permet d'identifier quels sont nos besoins, quels sont les dispositifs dont nous avons besoin. Parce que parfois, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Donc, par exemple, s'il n'y a pas de Wi-Fi qui fonctionne, le Wi-Fi ne marche pas dans certaines zones, ils peuvent nous aider. Ils peuvent nous aider à faire, par exemple, améliorer le système d'Internet pour s'assurer que tous les dispositifs ont accès aux données nécessaires. Ensuite, il y a des réunions d'installation, ce qui nous permet d'identifier les besoins spécifiques de chaque maison d'hébergement. Et c'est le personnel qui peut donner ces informations. Donc, il donne vraiment tous les outils nécessaires, incluant des PowerPoint, des documents imprimés. Tout est donné clé en main. Il donne aussi une formation sur comment former les personnes résidentes. C'est quoi le mot que je cherche? S'assurer que les gens comprennent bien
comprennent bien à quoi le dispositif sert ou non, ne pas se sentir, observés ou surveillés par ce dispositif, que les personnes comprennent bien que ce dispositif n'est pas un dispositif de contrôle, mais bien de sécurité en cas de besoin, qu'ils peuvent décider de l'utiliser ou non. Il y a aussi une offre de formation directe, heu, auprès, des personnes résidentes. Mais bon, chez nous, c'est juste, 30 jours, le temps de résidence, fait que c'est pas très utile, de faire une formation directement avec Lifeguard, parce que ça serait trop récurrent. Mais ça peut être utile dans d'autres cas d'hébergement plus longs. Alors, je voudrais maintenant conclure avec, les points forts et les défis. Alors, voici quelques-uns des points forts, présentés. Donc, Lifeguard est très actif, il y a une communication fluide, constante, il pose beaucoup de questions, pour s'assurer que c'est vraiment une approche, très utile qui vous accompagne intégralement. Ils ont fourni l'ensemble de la main-d'œuvre et du matériel, ainsi que la formation pendant l'installation. C'est-à-dire, ça n'a pas été plus de travail pour nous. Il a juste fallu qu'on trouve le temps d'identifier les moments disponibles pour ce travail. Mais c'est aussi issu, de l'expérience vécue. C'est-à-dire que les personnes qui l'installent et cetera, c'est des personnes qui ont vécu ça, qui l'ont utilisé. Donc c'est vraiment une autre, expérience. Ils ont aussi donné des conseils de formation pour le personnel et les personnes résidentes. Ça a été vraiment très utile. C'est aussi très polyvalent. Le dispositif n'a pas besoin d'être utilisé juste, dans les cas de surdose, mais ça peut aussi être utile, dans d'autres types, d'urgences qui peuvent, se présenter. Quelques-uns des défis, c'est qu'il y a eu, le personnel a été un peu préoccupé. Donc, les gens étaient préoccupés. Ils se sont dit: «Ah, est-ce qu'on a changé complètement notre approche de travail? Est-ce que maintenant, donc c'était important de rassurer les gens. On n'était pas en train de changer. On veut juste s'assurer qu'on a des outils de prévention, en cas de besoin et que l'infrastructure soit prête si un jour il y avait des changements de politique, bien qu'il n'y ait pas de changement de politique en ce moment. Donc il a fallu faire un peu de coaching, là-dessus. Il y avait aussi une préoccupation des personnes résidentes en se disant, «Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui utilisent des substances, ou pas ici?» Donc il faut en parler, faut le rendre, faut dire le dispositif s'il est là, c'est pas pour l'utiliser, c'est juste en cas de besoin. Et ça, c'est peut-être un défi, personnel, mais il y avait beaucoup de réunions pré-installation, et donc ça a quand même pris vraiment, beaucoup de temps. J'ai trouvé ça un peu difficile et donc finalement le processus, c'était très simple, et c'était vraiment génial d'avoir le financement pour pouvoir, installer cela. C'était vraiment le fun d'avoir accès à ça, mais c'est ça, je voulais vous raconter un peu notre expérience là-dessus. Thank you so much, Aaliyah. It was Merci, really c'est vraiment super intéressant, Alia, d'avoir accès à toute cette expérience, en détail. all right. Well, Alors, that ça brings nous us amène à la to the end conclusion de of nos our session. présentations, donc on va rentrer So dans we're la going to move période into de questions. Il y a Q&A, plusieurs and questions we dans do la have some boîte de questions lined up Q&A. here that have come in while folks have been Nous presenting. avons, tout le temps And we have nécessaire. lots of time, so I'm going to Donc, encourage everyone n'hésitez to pas, type à their ajouter, questions les into questions dans le Live Q&A. chat as we start going through. Um, Donc, so, I mean, juste just to pour start, there's a commencer, couple plusieurs folks who've personnes ont asked about demandé, some of the heu, resources des and the références, par information about exemple, this. For example, Amy, you la mentioned to-do list en cas d'incident. Perseverance Vous avez aussi parlé de and protocole, the donc protocol je that pense qu'il y they've avait des developed. gens, So curiosity qui of whether demandaient si any on of those pouvait avoir resources accès à could be ces shared with informations, folks. s'il y avait des choses que If vous you'd pouvez like, partager, just noting those. I'll peut-être follow up with presenters afterwards, and if there is donc s'il y a something des that we choses qu'on circle peut back to, partager, on we're pourrait happy peut-être to do that. l'inclure avec, notre courriel, avec, So with l'information that et l'enregistrement de noted, la session d'aujourd'hui. Amy, I'm just going Il y to avait ask une to question start. So there was a question that came sur, in about the debriefs, le mentioning that staff débrief, directly involved received a debriefing off-site. Was there any donc, debriefing from vous other avez staff who were not je sais que directly je sais que vous on-site? avez donné la So réponse par that's chat, an mais donc il y avait item that cette I'm question happy sur to answer. I'm est-ce not que sont proposed inclus to ou start non, with the le debriefing. personnel dans le débrief?
Alors, quand on parle de qu'est-ce qui s'est passé au Shelter Berry, ça, c'était quelque chose disponible pour tout le personnel à travers notre réseau. Alors, il y avait des moments, 2 moments différents, un hors du site de notre centre d'hébergement. C'était vraiment pour que nous, on pourrait parler de ce qu'on sentait, comment la journée s'est passée, s'est déroulée, mais l'information qu'on a eue de Berry Shelter, c'était à travers l'organisme, tout notre enjeu. Il y avait une autre question qui sortait de votre présentation. Vous parlez de faire des pratiques ou des exercices. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler davantage? C'est quoi ces exercices de prévention? Alors, dans le protocole créé, on a des sacs ou des trousses d'urgence à travers notre euh, alors, dans les trousses Suzanne, il y a des trousses de premiers soins, des kits de naloxone et d'autres peut-être outils pertinents pour la réduction de méfaits. On n'a pas pu faire toutes les formations jusqu'à date. Par contre, mais s'il y a une chance de pratiquer, que le personnel puisse sortir, prendre cette trousse d'urgence, faire une pratique, comment on peut donner une dose de naloxone, comment on peut faire la réanimation, etc. Tous ces éléments. Alors, c'est tout un pratique. Alors maintenant, on a une question ouverte à toutes et à tous. C'est de poser si le clientèle a le droit de garder les accessoires ou des substances ou drogues dans leur chambre. Alors, je peux commencer. Nous avons des cases dans toutes les chambres pour nos clients et on a aussi des places pour déposer les déchets, des aiguilles, etc. Alors, nous, on sauvait pas qu'est-ce qu'elle garde dans cette place sécurisée. On veut assurer que le coffre-fort, c'est à elle. Si jamais, peut-être, la cliente parle de les idées suicidaires, ça serait le seul enjeu quand on rentrait dans un coffre-fort. Et nous avons aussi des coffres-forts dans toutes nos chambres. Et tout le monde est encouragé à garder les éléments importants, peu importe c'est quoi. Si c'est le marijuana, on demande que les personnes gardent peut-être même si leurs bonbons de marijuana ou dans le coffre-fort aussi. Et on a même des sacs qui enferment les odeurs et cachent les odeurs pour encourager. Et si jamais ils utilisent quelque chose comme un bong, il y a un casier à l'extérieur pour garder que ça ne dérange pas l'odeur dans les chambres. Alors, ça, c'est un peu comment ils gardent ça accessible et sécuritaire. Et pour nous, les personnes ne peuvent pas consommer dans notre édifice ou dans leur chambre. Alors, ils n'ont pas le droit d'avoir les accessoires à consommation dans leur chambre. Par contre, ils peuvent les garder sans utiliser, mais ils peuvent garder les trousses de réduction à méfaits, comme du naloxone, etc. On peut garder ça. Et on peut garder le marijuana médicinal. On a un autre coffre-fort plus centralisé où on garde des médicaments et des prescriptions pour les résidentes. Merci beaucoup. On voyait dans le clavardage des conversations qui parlaient plus sur le dépistage, les petits dépistages faciles de fentanyl. Alors, il y a quelqu'un qui a parlé ils ont acheté un kit de dépistage pour le fentanyl et posé la question, est-ce que c'était déjà utilisé comme partie de vos affaires de réduction de méfaits? Peut-être ils sont pas 100% efficaces. Par contre, ils peuvent faire une belle partie de votre trousse de premiers soins et de réduction de méfaits. Et Sophie, qui a fait l'autre
discussion et Sophie a déjà mis beaucoup d'informations dans le clavardage. Mais par contre, c'est juste de garder en tête que c'est pas sécuritaire à 100% ou leurs résultats sont pas 100% fiables. Et il y a aussi dans le clavardage quelques éléments sur les enjeux juridiques dans le clavardage. Mais si vous avez des questions ou des commentaires, je vais laisser une chance à nos panélistes de parler davantage sur ces tests de dépistage de fentanyl. Et je voulais parler dans notre webinaire la semaine passée, à parler vraiment de dépistage fentanyl et elle a fait une liste de qu'est-ce qui est utile d'avoir dans un trust de premiers soins et réduction de méfaits. Alors, c'est utile, c'est pas la seule affaire qu'on veut inclure. Et je vais vous partager l'enregistrement de notre webinaire précédent. Alors, pour tous ceux et celles qui posent des questions sur le dépistage fentanyl, s'il vous plaît, écoutez le webinaire de la semaine précédente. Alors, quand les résidents vont consommer à l'extérieur de l'édifice, mais par contre, devant l'édifice, comment est-ce que vous répondez aux enjeux des voisins et voisines et quand ils n'aiment pas que les personnes consomment les drogues dans leur voisinage? Et nous, personnellement, nous n'avons pas reçu les plaintes semblables. Oui, nous avons notre maison d'hébergement. On n'est pas dans un site résidentiel, mais il y a une résidence pour personnes aînées à côté. Alors, oui, on a aussi une terrasse et des fois, il y a des plaintes de bruit, que les femmes sont là trop tard. Et on est aussi un bâtiment public, alors il y a d'autres personnes qui rentrent dans notre édifice. Il y a aussi une garderie. Alors oui, nous recevons les plaintes souvent, les personnes qui fument, les personnes qui consomment. Par contre, ce que nous trouvons, c'est les personnes, les femmes qui habitent chez nous ont beaucoup de respect. Elles vont essayer d'aller de l'autre côté de la rue. Euh, Par contre, il y a des moments qu'elles vont consommer directement devant le bâtiment et nous, on peut avoir des conversations avec les personnes résidentes et leur demander de consommer un peu plus loin de notre site. Et on a pu avoir des conversations avec différents locataires qui habitent dans les résidences à côté de chez nous, de faire un peu d'éducation populaire et augmentation de leur connaissance, d'expliquer qui nous sommes, c'est quoi notre organisme, c'est quoi nos valeurs et nos services. C'est comme la clientèle, c'est de construire ces relations et la confiance, alors de aussi mettre le temps de construire les relations communautaires, de faire l'éducation populaire. Non, et je ne veux pas dire qu'on a du succès 100% du temps, mais ces conversations sont vraiment importantes pour essayer d'augmenter la compréhension quand c'est possible. Merci beaucoup. Nous voyons pas d'autres questions dans la boîte de clavardage ou questions-réponses. Je vais vous laisser quand même un moment. Nous avons quand même le temps qui nous reste à répondre à vos questions. Alors, vous pouvez les noter dans la boîte de questions-réponses. Pendant que vous réfléchissez et notez vos dernières questions ou commentaires, je vais vous rappeler que nous avons un autre webinaire la semaine prochaine dans la même série de webinaires. Alors, j'ai rajouté le lien dans le clavardage. La prochaine, c'est accentué sur de garder les enfants et les parents en sécurité dans le contexte de réduction de méfaits. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de s'inscrire, c'est la semaine prochaine, mardi, la semaine prochaine, même heure que cette webinaire. On va quand même attendre une dernière minute parce que souvent les questions vont rentrer quand j'essaie de clôturer la rencontre et je vais quand même vous laisser la chance de poser d'autres questions avant qu'on commence à terminer. Alors, ma collègue, on a Mika. Oh, et dès que je commence à terminer par la clôture, on reçoit une dernière question. Alors, continuez. Oh, nous avons le temps, gênez-vous pas. Alors,
Ça, c'est un peu les protocoles pour répondre aux incidents critiques. Et oui, on va être capable de voir qu'est-ce qu'on peut partager de vraiment les protocoles, qu'est-ce qui pourrait être public et partager les diapos. Alors, je vais avoir une discussion avec les personnes présentatrices après cette webinaire pour partager les informations. Aussi, il y a un sondage juste pour recevoir vos commentaires sur notre webinaire. Ça nous aide comment améliorer pour la prochaine fois. C'est quoi les sujets ou thématiques que vous aimeriez nous voir traiter? S'il vous plaît, prenez un moment à le remplir. C'est assez rapide. Nous avons reçu une autre question qu'on a reçue, vraiment le sondage pour le personnel. Alors, moi, je vais mettre en note de voir si on a des exemplaires du sondage pour le personnel après des instants critiques. Je vais voir qu'est-ce que je pourrais partager avec vous. Alors, je vais juste remercier Kim, Myrna, Alia et Amy. Merci pour vos présentations. C'était tellement aidant. Ça offre beaucoup de santé. Merci Mika pour gérer le clavardage. Merci aux interprètes pour rendre notre webinaire plus accessible. Merci beaucoup Sophie qui est aussi dans le clavardage ou gère le clavardage et vraiment une grande partie pour assurer l'accessibilité et le succès de nos webinaires. Alors merci tout le monde. On est tellement contents de toutes les personnes qui sont venues participer. On a besoin de vous pour continuer le succès. Merci à toute votre participation et on espère de vous voir beaucoup entre vous la semaine prochaine